avait construit une structure euclidienne sur un espace vectoriel normé pour pouvoir résoudre des problèmes qui sont liés à des problèmes de distance. Ce dernier paragraphe, justement, va être lié à un problème de ce type-là. On va parler du théorème de projection. Théorème de projection orthogonale, pour le coup, ça on va comprendre pourquoi. Et le problème qui va être à résoudre va être le suivant. Donc évidemment, le cadre, c'est E, un espace euclidien. C'est-à-dire un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire. Quand vous vous rappelez, quand on a un produit scalaire, on a une norme. Quand on a une norme, on a une distance. Donc pour mesurer la distance entre deux vecteurs de E, c'est pas bien compliqué, la distance euclidienne entre ces deux vecteurs, pour la structure euclidienne qu'on a mis en place, c'est la norme de la différence du vecteur x et du vecteur y. Donc maintenant, le problème va être le suivant. Je suis dans un espace euclidien, je me donne un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de cet espace euclidien, que je vais appeler V, un sous-espace vectoriel de E. Et mon objectif, c'est de minimiser, si c'est possible, pour un vecteur de E quelconque, la distance entre le vecteur x et les vecteurs de l'espace vectoriel V. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler avec toutes les distances possibles entre x et y, où y varie dans V. Et moi, ce que je veux, c'est optimiser ça, c'est-à-dire trouver, si c'est possible, la plus petite distance entre le vecteur x et n'importe quel vecteur de V. Donc là, si on essaye de donner un sens géométrique à ce problème, donc si je me place dans R3 et que V c'est un plan, je me donne un vecteur x quelconque. Ce que je cherche, c'est à regarder la distance entre x et tous les vecteurs de V et essayer de voir si il existe un vecteur pour lequel la plus petite distance est atteinte. Encore est-il que je n'ai encore pas dit ce que c'était que la plus petite distance et si ça avait un sens. Donc voilà l'objectif, c'est de trouver l'optimisation, l'optimisé du vecteur x dans l'espace vectoriel V, c'est-à-dire le vecteur de V le plus proche du vecteur x. Alors quand on fait un dessin, on a déjà une petite idée de la situation. Quand on est dans R3, on a l'impression que cette plus petite distance, elle serait donnée par le vecteur pour lequel j'ai un angle droit ici. Si je travaille dans R3 muni de la structure euclidienne canonique. Or ce vecteur-là, on le connaît bien. Le vecteur qui est ici, ça serait a priori le vecteur PV de x. Et donc la distance à mesurer, ça serait la distance là. Ça serait donc la norme de x moins PV de x. Donc on a l'impression que dans un espace euclidien, la solution du problème qu'on va poser, elle va faire intervenir assez naturellement la projection orthogonale. Mais pour ça, il faut que je définisse ce que c'est que la distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel. Et après, on regardera si la situation qu'on a posée ici, eh bien, on peut la généraliser et on peut démontrer ce qu'on semble voir ici sur le dessin dans un espace euclidien défini de façon complètement quelconque. Si on écrit noir sur blanc ce qu'on vient de dire oralement, on est en train de définir la distance entre un vecteur et un sous-espace vectoriel en disant je veux prendre, sous réserve de sens bien entendu, la plus petite distance possible entre le vecteur x et les vecteurs de l'espace vectoriel V. Donc en fait je pose ça comme définition, mais attention, cette définition pour qu'elle ait un sens, il va falloir quand même qu'on justifie correctement que la borne inférieure de cet ensemble existe. Donc en fait la borne inférieure que je suis en train de définir ici, c'est la borne inférieure de l'ensemble oméga. Donc il va falloir explorer d'un petit peu plus près ce que c'est que cet ensemble oméga et de voir s'il possède une borne inférieure. Alors, je vous rappelle que le seul résultat sur les bornes inférieures d'ensemble que l'on connaît, ça correspond à des bornes inférieures de sous-ensemble de R, et on a vu le théorème de la borne inférieure qui dit qu'un sous-ensemble de R non vide et minoré admet une borne inférieure. Donc il va falloir prouver ces trois propriétés. Alors déjà, oméga, c'est un ensemble de nombres réels, puisqu'ici c'est des nombres réels, donc déjà oméga est inclus dans R. On peut même dire que oméga il est inclus dans R+, puisque ces nombres réels sont positifs. Donc là on fait d'une pierre deux coups. Oméga est un sous-ensemble de R,
et oméga est aussi minoré par 0. Donc on peut déjà dire que oméga est un sous-ensemble de R minoré par 0. Je peux aussi affirmer assez facilement que oméga n'est pas égal à l'ensemble vide, puisque comme je peux trouver un vecteur dans V, par exemple le vecteur nul, je peux dire que le nombre norme de x est un élément de oméga. Donc je vais tout de suite dire ça. Le vecteur nul appartient à V puisque V est un sous-espace vectoriel. Donc dans cet ensemble-là, je vais trouver le réel norme de x qui est bien un élément de oméga, ce qui permet de dire que oméga n'est pas l'ensemble vide. Donc compte tenu du fait que oméga est un sous-ensemble de R minoré et qu'il n'est pas vide, par théorème de la borne inférieure, on peut dire que cette borne inférieure existe. Donc on peut bien dire que par théorème de la borne inférieure, ou de la bande supérieure, on appelle souvent le théorème de la bande supérieure le théorème qui permet de justifier de l'existence d'une bande sup et d'une borne inf. Donc par théorème de la bande supérieure, on récupère donc que la distance entre D et V est bien définie, puisque cette borne est bien définie, et que c'est un nombre positif, puisque c'est la borne inférieure d'un sous-ensemble de R+. Donc comme 0 est un minorant, la borne inférieure elle est plus grande que le plus petit des minorants. Donc voilà, le décor est planté, et nous ce qu'on aimerait, c'est proposer un calcul concret de cette distance, parce que là pour l'instant je donne une définition sur laquelle il est difficile d'imaginer faire des calculs. Donc nous ce qu'on aimerait, c'est donner, expliciter ce que c'est que la distance entre x et v, en prenant en compte le contexte euclidien, et les premières investigations qu'on a pu faire dans R2 et dans R3 nous poussent à croire que la projection orthogonale sur V, elle va jouer un rôle dans le calcul de cette distance. Maintenant, à nous de formaliser le théorème et surtout de le démontrer. Le théorème de projection peut s'énoncer de la façon suivante. Je me place dans un espace euclidien, je me donne un sous-espace vectoriel et je prends un vecteur x2 quelconque. Moi, ce que j'aimerais démontrer, c'est que la distance entre x et v s'obtient en calculant donc la norme du vecteur qui est ici, donc la norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire la norme de x moins pv. Ce vecteur-là, on peut constater qu'on l'obtient en calculant la projection sur l'orthogonale, puisque le vecteur qui est ici, c'est le vecteur qui est ici. Donc de toute façon, on sait que ces deux vecteurs-là ont la même norme, puisqu'ils sont bien entendu égaux. Je vous rappelle que pv de x plus pv orthogonal de x est égal à x. Donc la question de cette égalité, elle est évidente. Par contre, ce qu'il faut montrer, c'est qu'on a l'égalité qui est la suivante. Alors j'indique plus précisément, on sait que la distance entre x et v, c'est la borne inférieure de ces distances, c'est-à-dire la plus petite, j'ose pas le dire, parce que je n'ai pas le droit de le dire tant que je n'ai pas montré l'existence, mais le fait est que ça va exister, donc je vais le dire, la plus petite distance que l'on peut trouver entre un vecteur de x et tous les vecteurs de l'espace vectoriel V. Donc montrer qu'effectivement cette borne inférieure est un minimum, et que ce minimum n'est atteint que pour un seul vecteur, la fameuse projection orthogonale. Donc là, il s'agit de voir que dans n'importe quel contexte euclidien, ça se passe exactement comme on l'imagine dans R2 et dans R3. N'oubliez pas que nous, notre kiff, après, ça ne va pas être de travailler dans R2 et dans R3, ça va être de travailler dans des espaces de matrices, dans des espaces de fonctions, où là, l'intuition, elle prend un sérieux coup. Donc, l'intuition m'aide, l'intuition va me permettre de guider la démonstration, mais par contre, je dois appliquer les théorèmes que j'ai démontrés, qui sont valables dans n'importe quel espace vectoriel euclidien, sans tricher. Déjà, quand on fait le dessin, on s'aperçoit que le théorème de Pythagore risque de jouer un rôle dans cette histoire. Mais avant toute chose, avant de parler de détails, déjà posons le problème. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? Moi, j'aimerais démontrer que le minimum, il est atteint uniquement pour ce vecteur-là. Donc en fait, ce que j'aimerais démontrer, c'est que x moins pv de x, il est plus petit que x moins y, en norme évidemment, pour tout y appartenant à v. Donc l'objectif qu'on se fixe, c'est de montrer une inégalité suivante. Ça serait de montrer que la norme de x moins le projeté de x sur v est inférieure ou égale à la norme de x moins y, quel que soit y appartenant à v. Si j'ai fait ça, j'ai gagné. Si j'ai fait ça, j'ai gagné parce que j'ai montré que la borne inférieure, déjà, elle était atteinte, et elle était atteinte pour le vecteur PV. Et ce que j'aimerais démontrer, c'est que l'inégalité est stricte dès lors que y est différent de PV, pour être sûr que ce minimum, il est atteint une et une seule fois.
Donc ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Vu que ces nombres sont positifs, moi je me dis ça serait quand même un peu plus habile de comparer des carrés. Donc finalement, on voit que le problème est complètement équivalent puisque ces inégalités sont équivalentes, à démontrer que ces normes sont classées dans ce sens-là lorsqu'elles sont élevées au carré. Alors pour ça, il y a deux raisons. On sait qu'une norme euclidienne, ça se manipule bien au carré. Et la deuxième raison, c'est quand même la raison principale, c'est le théorème de Pythagore. Comment on va mesurer les distances au carré? On pense tout de suite au théorème de Pythagore. Alors pour ça, il faut s'inspirer du dessin. Hein. J'ai x qui est un vecteur quelconque de E, j'ai les vecteurs PV de x et y qui sont des vecteurs de V, et moi je veux comparer le vecteur, enfin la norme du vecteur x moins PV avec le vecteur x moins y. Alors déjà, il y a un truc que je constate, c'est que le vecteur x moins PV de x, ça, c'est un vecteur qui est, c'est le vecteur qui est là, c'est un vecteur qui est dans l'orthogonale de V. Donc il y a déjà ce premier constat, on a un vecteur de l'orthogonale de V. Pour appliquer le théorème de Pythagore, il nous faut un vecteur de V. Or, on constate aussi assez facilement que j'ai deux vecteurs de V dans l'histoire ici. Le vecteur PV de x est un vecteur de V, et le vecteur y est un vecteur de V. Donc toutes leurs combinaisons linéaires vont être des vecteurs de V. Donc je vois bien quoi faire de ce vecteur-là, mais ici, comment je vais pouvoir le comparer au vecteur PV de x et au vecteur PV de y? Quelle serait l'idée? Si on regarde le dessin, on voit que ça paraît quand même assez légitime quand on veut calculer la norme de x moins y pour reconstituer les vecteurs qui sont ici, d'introduire justement le vecteur qui va me permettre de construire un vecteur de V et un vecteur de l'orthogonale de V. Donc là, j'ai envie de dire, on va faire un coup de théorème belge en écrivant PV de x et en l'éliminant dans la foulée pour faire d'une pierre deux coups. Dans un premier temps, ici, je fais apparaître un vecteur qui est dans l'orthogonale de V, et dans un second temps, je fais apparaître un vecteur qui est dans V, puisque ce vecteur-là, il va être combinaison linéaire de vecteurs de V. Comme ici, je travaille avec des normes au carré, et comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Puisque le théorème de Pythagore dit que la norme de la somme, le carré de la norme de la somme de deux vecteurs, c'est la somme est égale à la somme des, je vais pas y arriver, la somme des carrés des deux normes. Voilà, donc. Pas la grande forme. Hein. Donc, en appliquant le théorème de Pythagore, je vais donc récupérer que comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, donc ce vecteur-là qui est égal à la norme le carré de la norme de ce vecteur qui est égal au carré de la norme de ce vecteur par application du théorème de Pythagore, c'est la somme du carré des normes. Ah, ça y est, je suis arrivé. Bravo. C'est la somme du carré des normes. Or là, vous remarquez qu'on fait apparaître les deux termes qu'on veut comparer. La norme au carré qui est ici avec la norme au carré qui est ici. Or, la comparaison va être d'autant plus facile que ce terme-là, il est positif ou nul. Donc, vous récupérez directement que la norme de x moins y au carré est donc forcément supérieure ou égale à la norme de x moins PV de x au carré. Donc on a bien l'inégalité voulue. Donc déjà ça c'est acté, on vient bien de démontrer que cette borne inférieure c'est un minimum et que ce minimum est atteint en PV de x. La question c'est, est-ce qu'il n'est pas atteint qu'en PV de x? Et la réponse est oui, puisque si y n'est pas égal au vecteur PV de x, dans ce cas-là, la distance entre PV de x et y n'est pas nulle, donc cette distance, en plus élevée au carré, est strictement positive. Et donc dans ce cas-là, si le vecteur y il est différent de PV de x, l'inégalité entre ces deux vecteurs ici est stricte. Donc bilan, je récupère que j'ai cette inégalité large, mais je récupère aussi que quel que soit y différent de PV de x, eh bien, la norme de x moins y au carré est strictement plus grande que la norme de x moins PV de x. Ce qui peut donc dire que l'égalité n'est atteinte que pour un seul vecteur,
le vecteur PV de x. On a donc bien démontré que la distance entre x et v, qui est une borne inférieure, est en fait un minimum, et que ce minimum est atteint uniquement pour le vecteur PV de x, ce qui permet donc de dire que la distance entre x et v, c'est la norme de x moins PV de x, et comme PV plus PV orthogonal, c'est l'identité, la norme de ce vecteur-là, c'est aussi la norme de ce vecteur-là. Ça se lit directement sur le dessin, puisque je vous rappelle que la norme de x moins PV de x, le vecteur qui est là, c'est le vecteur PV orthogonal de x. Donc comme ces deux vecteurs sont égaux, ils ont bien entendu la même norme. On vient de démontrer, et on voit que ça résulte encore une fois du théorème de Pythagore, qui est vraiment un théorème clé de l'orthogonalité. On vient de démontrer un résultat d'approximation fondamentale, puisqu'on peut maintenant dire, avec toute la rigueur du monde, que le vecteur PV de x est la meilleure approximation du vecteur x par un vecteur de v. Le premier exemple qu'on va traiter est un exercice que vous avez, alors c'est peut-être pas un exercice en terminale, mais c'est une formule que vous avez vue en terminale, que vous avez probablement oublié, mais à mon avis vous l'avez revue cette année en physique et en sciences industrielles. Là on va simplement en faire une démonstration éclair, rapide, remarquable. Alors le contexte, déjà on se place dans R3, qu'on munit de son produit scalaire canonique, et on définit un plan de R3. Alors un plan, on sait que c'est un plan maintenant, parce qu'il est donné par une équation, et on va voir tout ce qu'on peut dire juste en parlant. L'objectif est de calculer la distance entre n'importe quel vecteur de R3 à ce plan H. Alors déjà, on a une équation. Une équation, ça nous fait penser à une forme linéaire. Donc première chose qu'on regarde, c'est est-ce que là, il n'y a pas un produit scalaire lisible, produit scalaire qui se construit avec le produit scalaire canonique? Alors, la réponse est bien entendu oui, puisque si je considère le vecteur de coordonnées ABC, vous voyez que le produit scalaire entre x, y, z et ABC, c'est exactement ax plus by plus cz, puisque le produit scalaire, c'est le produit scalaire canonique. Donc on voit tout de suite qu'il y a un vecteur qui va jouer un rôle plutôt intéressant, c'est le vecteur n, dont les coordonnées sont A, B, C. Alors ce vecteur-là, il est bien, mais il a un défaut, c'est qu'il n'est pas normé. Donc dans la foulée, je le norme. Et ce vecteur, pourquoi il est diablement intéressant? Parce qu'on peut directement dire que l'ensemble H, c'est l'ensemble des x, y, z de R3 qui ont un produit scalaire nul avec le vecteur n. Donc on peut déjà d'ores et déjà dire que H, c'est l'orthogonale de n, ou si vous voulez manipuler un espace vectoriel sous l'orthogonale, c'est vect de n orthogonal. Donc déjà, on peut dire ça rien qu'en regardant la définition de H. Donc de là, on en déduit que H est déjà un espace vectoriel. Bon, ça on s'en doutait un peu, puisque c'est l'orthogonale d'un ensemble. Mais ce qu'on obtient, c'est que l'orthogonale de H, c'est l'orthogonale, le double orthogonal de ce sous-espace vectoriel. Donc c'est la droite vectorielle engendrée par n. Donc la dimension de l'orthogonale de H est égale à 1, et la dimension de H est pour le coup égale à 2, puisqu'on sait que la somme des dimensions de H et de son orthogonale, c'est la dimension de l'espace ambiant, c'est donc 3. Donc il n'y a pas de lézard, H c'est bien un plan vectoriel, on a sa direction orthogonale qui est donnée par le vecteur normé n qu'on a indiqué ici. Bon, on pourra peut-être faire un petit dessin. Hop, donc mon H ici c'est un plan, et mon vecteur n, il dirige ce qu'on appelle la normale à ce plan, si je reprends le vocabulaire de la méca. Voilà, on est dans cette situation-là. Et nous, ce qu'on veut, c'est calculer la distance entre n'importe quel vecteur U de R3 au plan H. Alors ça, on sait à quoi correspond cette distance. On sait que pour calculer cette distance, on va effectuer la projection orthogonale sur le plan H. Donc là, on va récupérer PH de U. Et donc, nous, la distance qu'on cherche à calculer, elle se calcule ici. Donc là, je peux appliquer le théorème de mon cours en disant que la distance entre U
Et H, c'est donc la norme de U moins pH de U. Je peux l'exprimer comme ça. Mais je peux aussi l'exprimer en disant que c'est la norme de pH orthogonal de U. Alors là, quelle est la bonne question qu'on doit se poser? La bonne question qu'on doit se poser, c'est quand on projette toujours sur l'espace vectoriel qui a la dimension la plus petite. Là, j'ai le choix entre projeter sur H ou projeter sur la droite vectorielle dirigée par N. Voilà, vu que la droite vectorielle dirigée par N, on en a déjà un vecteur normé avec cette dimension 1, quitte à faire, on a plutôt intérêt à calculer pH orthogonal de U. Parce que pH orthogonal de U, là, le calcul, il va être enfantin. On a une formule. C'est la formule du collège. Pour calculer la coordonnée d'un vecteur selon un axe, il suffit de calculer le produit scalaire de ce vecteur par un vecteur normé qui dirige l'axe. Donc voilà l'expression de la projection sur l'orthogonale de cette droite vectorielle. Donc là, je viens d'effectuer cette projection-là. Je viens de calculer le vecteur qui est ici, donc je viens de calculer le vecteur qui est ici par la même occasion. Et moi, ce qui m'intéresse de ce vecteur, c'est sa norme. On va calculer sa norme. Voilà, comme d'habitude, il faut toujours faire attention à ce qu'on manipule. Ça, c'est un réel. Donc là, j'ai la norme d'un nombre réel, puisque c'est un produit scalaire, multiplié par le vecteur n. Donc là, je peux déjà utiliser la propriété d'homogénéité, qui me dit que quand on sort un réel d'une norme, il sort en valeur absolue. Et là, je vais récupérer la norme du vecteur n, mais n, on a pris le soin de le normer, donc cette norme vaut 1. Donc on n'a plus qu'à calculer la valeur absolue du produit scalaire de U par n, produit scalaire canonique. Donc le vecteur U, c'est le vecteur de coordonnées x0, y0, z0, le vecteur n, c'est ce vecteur-là. Donc je récupère la valeur absolue de ax0 plus by0 plus cz0, le tout divisé par la racine de a carré plus b carré plus c carré. Là, vous retrouvez une formule que vous avez vue en terminale. On voit en plus que cette formule, elle est en tout cas pas idiote, puisque si vous prenez un vecteur qui est dans H, la distance entre U et H, elle est nulle, bien entendu. Il se trouve que si le vecteur U est dans H, ses coordonnées vérifient l'équation du plan, donc le numérateur est nul et la distance, elle est bien nulle. Donc là, on est sûr qu'on n'a pas écrit quelque chose d'idiot, et en plus, c'est juste. Mais vous voyez, vérifier qu'on obtient bien 0 lorsque le vecteur est dans H, c'est quand même un truc qui prend pas longtemps, qui nous permet de nous rassurer, on n'a pas écrit une ignominie. Alors un petit exercice où on est dans l'abstraction, et pour vous montrer que ce théorème de projection, parfois, il peut être moins intuitif quand on travaille dans un espace vectoriel qui n'est pas R2 et qui n'est pas R3. Par exemple, le cas de l'exercice numéro 11, où on travaille dans un espace de matrice. Donc on munit Mn de R de son produit scalaire canonique, le produit scalaire de Frobenius, et on nous demande de calculer la borne inférieure pour A appartient à Sn de R des normes de A moins Sn. Alors déjà, ça fait directement référence à une définition de notre cours. La borne inférieure pour Y appartient à V de la norme de X moins Y, c'est la distance entre X et V. Donc en copiant simplement ce modèle-là, ce qu'on est en train de calculer ici, c'est la distance entre la matrice A et l'espace vectoriel Sn de R. C'est la distance euclidienne, évidemment pour la distance induite par Frobenius, c'est la distance entre A et Sn. Alors on est dans un espace euclidien, Mn de R c'est de dimension finie, c'est de dimension n carré. Le PS de Frobenius, c'est un produit scalaire, donc on est complètement dans le cadre d'application du théorème de projection. Donc d'après le théorème de projection, là on va tout de suite appliquer le théorème déjà pour voir ce qu'il donne et voir si on est en mesure de calculer. Après le théorème de projection, parce que là ça rigole pas, on est dans des espaces abstraits, eh bien on peut dire que cette borne inférieure, qui est la distance donc entre A et Sn, ça on l'a déjà dit, d'après le théorème de projection, j'ai oublié ce que dit le théorème de projection, putain, je peux pas oublier le théorème de projection, vous voyez. Je veux dire, n'importe quel ouvrier de travaux publics qui travaille sur un chantier, pour calculer la distance entre un vecteur et un plan, alors un plan c'est par exemple, je sais pas, vous imaginez, il a une dalle,
il est à un étage, il veut calculer la distance entre l'endroit où il est et le sol, il va tirer un fil à plomb pour calculer cette distance. Donc pas de sens pratique. Et le sens pratique en mathématiques, c'est vraiment terriblement important. Hein. Le bon sens, le bon sens, le bon sens, je vous ai dit, hein, mes grands-parents appelaient ça le bon sens paysan, aussi parce qu'ils étaient paysans. Hein. Mais vraiment, on n'en manque pas. Moi, ce que je veux, c'est calculer la distance entre A et Sn de R. Et j'imagine que j'ai complètement oublié la formule. Un truc impensable, je sais, mais ça arrive. Hein, vous voyez, je suis fatigué, j'ai oublié ma formule. Donc je fais mon petit dessin, j'ai mon vecteur A qui est ici. Alors on va me dire une matrice par un vecteur. J'ai envie de vous dire un peu d'imagination. Hein. On est en train de faire des dessins, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans R3? Donc je fais comme si Sn c'était un sous-espace vectoriel de R3, comme si le supplémentaire de Sn, eh bien c'était une droite vectorielle, et j'essaye de me remémorer la formule. Alors je me dis, ben là, mon brave ouvrier de travaux publics, il est là, il veut mesurer la distance au sol. Comme c'est quelqu'un de fort malin et intelligent, bah, il prend son fil à plomb, et il le fait tomber jusqu'au sol. Et il mesure. Et voilà. Et je peux vous assurer qu'il connaît bien son théorème de projection, le gaillard. Et il sait bien que la distance, elle va se mesurer ici. Donc de deux choses l'une. Soit on tire sur l'orthogonale, on mesure la distance qui est là, dans la mesure là, et là on sait que le vecteur là, ça correspond à la projection sur l'orthogonale de Sn. Bon, alors si c'est le cas, il faudra trouver qui est l'orthogonale de Sn de A. Ou alors, on fait la projection ici. Ça, c'est pas trop ce que ferait notre ouvrier du bâtiment, à mon avis. Et il a plus de jugeote que ça, de sens pratique. Là, j'ai la projection de A sur l'espace vectoriel Sn. Et dans ce cas-là, bah, je vais exprimer A moins PS de A. Et on se dit, est-ce que c'est pas plus facile de récupérer l'orthogonale? Il me faudrait la projection sur l'orthogonale. Attendez, l'orthogonale de Sn, on le connaît. On a vu que Mn de R, c'était Sn de R plus An de R. Ces deux sous-espaces vectoriels, ils sont évidemment supplémentaires de Mn de R. Et en plus, on avait vu qu'ils étaient orthogonaux pour le produit scalaire de Frobenius. Donc en fait, l'orthogonale de Sn de R, c'est An de R. Donc finalement, ce que j'aurais à calculer ici, c'est la norme. Alors si je complète ma distance, la distance entre A et Sn, maintenant j'ai retrouvé mon théorème, avec un peu de bon sens, c'est la norme de A moins le projeté orthogonal de A sur Sn de R. Première version. Deuxième version, qui me semble ici plus intelligente, c'est la projection sur l'orthogonale de Sn de R de la matrice A. Donc cette distance-là, soit je la calcule comme ça, soit je la calcule comme ça. Je me dis, si je suis capable de récupérer l'expression de la projection sur l'orthogonale de A, c'est gagné. Mais cette projection, elle correspond à quoi? Je vous rappelle que quand vous faites une projection, il suffit de prendre la composante par rapport à cet espace vectoriel-là. Or, le fait que ces sous-espaces vectoriels soient supplémentaires, on ne l'avait pas hérité d'un théorème abstrait. On avait dit que A s'écrivait comme la somme de cette matrice qui a le bon goût d'être symétrique et de cette matrice qui a le bon goût d'être antisymétrique. Donc là, je sais parfaitement décomposer ma matrice en la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Mais l'ensemble des matrices antisymétriques, c'est l'orthogonale de Sn de R pour le produit scalaire de Frobenius. Ce qui veut donc dire que la composante que je cherche, le vecteur que j'écris là, je vais l'écrire en gros vert, le vecteur en gros vert ici, c'est exactement le vecteur qui est là. C'est la projection sur l'orthogonale de Sn. Et donc, la norme qui est là, c'est simplement quoi? C'est la norme de A moins transposée de A sur 2. Si vous préférez, c'est 1 demi de la norme de A moins transposée de A. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, puisque la norme qui est là, c'est la norme de Frobenius. Donc moi, je vais calculer ma norme au carré, puisque j'aime bien calculer les normes euclidiennes au carré. Et je sais que la norme de Frobenius, c'est la trace de la transposée de cette matrice fois cette matrice.
Donc on peut aller effectivement un tout petit peu plus loin en développant ici les expressions. Donc la trace d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des traces. Et la trace de la trace, c'est la matrice A, puisque la trace est une application involutive. Puis là, on peut s'amuser à développer si ça nous fait plaisir. On va récupérer la trace de transposé de A fois A, moins la trace de transposé de A fois transposé de A, moins la trace de la matrice A fois la matrice A, donc la trace de la matrice A au carré, plus la trace de A fois transposé de A. Mais alors ça, c'est en fait le produit scalaire de la matrice A par la matrice A. Ce produit scalaire, je vais le récupérer deux fois. Et là, je récupère moins deux fois le produit scalaire de la matrice A par la matrice transposée de A. Produit scalaire au sens de Frobenius. Donc vous pouvez dire c'est deux fois A transposé de A, moins deux fois le produit scalaire de la transposée. Attendez, je dis... Là, je peux bien dire ça comme ça. Non, je peux le dire comme ça et je peux le laisser comme ça. Ou je peux dire, si je veux vraiment écrire ça à l'aide de la trace, donc au final que la norme au carré de A transposé de A, c'est donc deux fois la trace de transposé de A fois A, si je veux écrire ça vraiment proprement avec la trace. Et la trace de cette matrice, c'est la trace de sa transposée, donc c'est aussi la trace de A au carré, donc moins deux fois la trace de la matrice A au carré. Voilà ce que je récupère. Et si je veux exactement le calcul de la norme, j'ai qu'à prendre la racine de ce truc-là et c'est gagné. Voilà, donc voilà comment un exercice très abstrait, si on le rend concret, si on regarde ce qu'on manipule, on voit que c'est plus facile quelque part qu'un exercice concret, puisqu'il n'y a pas de calcul en fait. Il y a zéro calcul. La dernière marche qui nous reste à gravir dans ce cours est justement un exercice un petit peu plus concret, mais dans un cadre abstrait, puisqu'on travaille avec des matrices. On va travailler avec cet espace M2R, muni de sa structure euclidienne canonique, et on me demande de calculer la distance entre H et V. Alors, je vous rappelle que pour nous, quand on calcule le produit scalaire de deux matrices de M2R, on sait que ce qu'on récupère, c'est la trace de transposé de A fois A, mais il faut bien quand même comprendre que cette trace de transposé de A fois A, rappelez-vous, ça n'est autre que la matrice, enfin ça n'est autre que le nombre, pardon, A11, B11, plus A12, B12, plus A21, B21, plus A22, B22, c'est-à-dire c'est la somme du produit des coordonnées, puisqu'on a vu que justement le produit scalaire de Frobenius, je vous rappelle que ce produit scalaire-là, il rend orthonormé la base canonique. C'est pour ça qu'on appelle le produit scalaire canonique. Il rend orthonormé la base canonique de M2R. Donc ça, il faut quand même avoir ça en tête, puisqu'on va calculer des produits scalaires entre des matrices. Évidemment, il faut être efficace si on doit calculer ces produits scalaires ou si on veut deviner certaines propriétés. Donc on est dans un cadre parfaitement euclidien, puisqu'on a un espace vectoriel qui est muni d'un produit scalaire, et on veut calculer la distance entre H et V, et V est clairement un sous-espace vectoriel de M2R, puisque je peux dire que c'est l'espace vectoriel engendré par la matrice identité. Si je regarde ce qui est accroché au paramètre A, et la matrice 0, moins 1, 1, 0, si je regarde ce qui est accroché au paramètre B. En plus, on s'aperçoit que les deux matrices qui sont ici, que je vais appeler respectivement C et D, ces deux matrices-là, elles sont orthogonales. Effectivement, si vous calculez le produit scalaire de la matrice C par la matrice D, comme la matrice C, c'est l'identité, vous récupérez que la trace de transposé de C fois D, c'est en fait la trace de l'identité fois D, c'est la trace de D, et la trace de D, elle est évidemment nulle. Donc ces deux matrices-là, elles sont orthogonales. Ou alors, vous dites c'est 1 fois 0, plus 0 fois 1, plus 0 fois moins 1, plus 1 fois 0, ça fait 0. Bon, de toute façon, si on a montré que ça fait 0 par une méthode, on montre que c'est 0 par l'autre méthode. Donc ce qui est cool, c'est que là, on a a priori deux matrices orthogonales. Donc on dispose déjà gratos d'une base orthogonale de V. Pour avoir une base orthonormée, il suffit de calculer la norme de ces vecteurs. La matrice C, donc, c'est l'identité. Donc là, je vais récupérer la trace de l'identité qui vaut 2. Ce
qui veut donc dire que la norme euclidienne de C, elle vaut racine de 2. Et si vous calculez la trace de la matrice transposée de D fois D, bah vous récupérez aussi 2, il suffit de faire le calcul, et on récupère donc que la norme euclidienne de D, c'est racine de 2. Donc en fait c'est super parce qu'on constate que la matrice 1 sur racine de 2 multiplié par la matrice, bon je vais l'appeler identité quand même, la matrice C. Donc 1 sur racine de 2 de l'identité et 1 sur racine de 2 fois la matrice D qui est ici, ces deux matrices-là, elles forment directement une base orthonormée de l'espace vectoriel V. Donc ça c'est quand même plutôt cool, on a une base orthonormée de V. Alors nous on nous demande de calculer la distance entre H et V, donc là on peut appliquer les théorèmes sur les espaces euclidiens. On sait que cette distance-là, soit je dis que c'est la norme de H moins PV de H, ou alors je dis c'est la norme de la projection sur l'orthogonale de V du vecteur H. Soit ça, soit ça. Mais là, évidemment, on connaît une base orthonormée de V. Donc, des deux formules, je me dis, bon, bah, le plus pratique, ça serait probablement d'accéder directement à PV de H, puisque comme j'ai une base orthonormée de V, le vecteur PV de H, il va être assez facile à calculer. Calculons-le pour voir. Disposant d'une base orthonormée de V, je peux dire que PV de H, c'est obtenu en prenant une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Donc, pour écrire la formule, cette matrice-là, je vais la noter epsilon de 0, et cette matrice-là, je vais la noter epsilon de 1 pour faire référence au théorème de notre cours. Donc ça serait h scalaire epsilon de 0 fois epsilon de 0, plus h scalaire epsilon 1 fois le vecteur epsilon 1. Je peux bien écrire ça puisque j'ai une base orthonormée. Maintenant, je vais remplacer les vecteurs par leur valeur. Epsilon de 0, ben, je vais factoriser le 1 sur racine de 2 et ici, qui va me permettre de sortir 1 demi. Là, je vais récupérer le produit scalaire de la matrice qui a que D1 avec la matrice identité. Et ceci, c'est multiplié par la matrice identité. Et là, je vais reprendre pareil les mêmes notations. J'ai 1 sur racine de 2 qui se met en facteur dans ces deux matrices. Et je vais donc récupérer le produit scalaire de H par la matrice D, multiplié par la matrice D elle-même, puisque j'ai mis le 1 sur racine de 2 en facteur. La matrice H, si je fais le produit scalaire avec l'identité, ça va me donner 1 plus 0 plus 0 plus 1, ça me donne 2. Super, ça me donne 2 qui simplifie avec le 2 ici. J'obtiens donc la matrice identité. Et si je calcule le produit scalaire entre H et D, je vais récupérer ici 0 plus 1 moins 1 plus 0, ça fait 0. Ces deux vecteurs, ils sont a priori orthogonaux. Moralité, on récupère que PV de H, c'est la matrice identité. Intéressant, puisque maintenant je peux calculer la distance entre H et V, puisque je peux dire que H moins PV de H, c'est la matrice H, donc à que D1, moins la matrice identité. Donc je récupère une matrice antidiagonale, cette matrice antidiagonale. Et donc la distance entre H et V, c'est la norme de cette matrice. La norme de cette matrice, comme je travaille dans la norme canonique, c'est racine de 2. Bonjour. Bonjour Tristan.